Salut Florent, Salut. je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Mais moi, je suis ravi de t'accueillir chez moi. Merci de me recevoir chez toi. Là, donc on est sur la Côte d'Azur, à Antibes plus précisément, Ouais. là où tu t'entraînes. Est-ce que tu peux te présenter quand même en 2 mots pour les gens qui te connaissent pas? Je pense que beaucoup de gens ont capté qui tu étais, mais présente-toi. Alors, je suis un nageur de haut niveau, champion olympique en 2012, double vice-champion olympique en 2016 avec quelques titres mondiaux entre-temps. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait du handball pendant 3 ans parce que j'aime le sport plaisir et je suis revenu à la natation pour le challenge et j'ai fait médaille d'argent à Tokyo en 2021. Objectif Paris 2024. On y reviendra, mais un sacré palmarès. Peut-être que ce que les gens ne savent pas, c'est que t'es aussi un passionné de sport mécanique. Ouais. Ça remonte à l'enfance. Explique-moi un petit peu dans quel contexte t'as grandi. Donc forcément le sport. Ton père était entraîneur de handball. Ouais. Mais il était aussi, il t'a emmené un petit peu sur des courses, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors je suis un fan de sport en tout genre en fait. Je peux regarder du snooker à la Formule 1, en passant par le foot, de l'athlé. Enfin, je suis vraiment un gros fan de sport. J'aime bien les dimanches parce que c'est mon jour de repos et il y a beaucoup de sport à la télé. On dit ça parce que là, t'as eu un entraînement, il est 11h du matin. Ouais. T'as déjà eu un entraînement ce matin. Ouais, C'est dur, quoi. Ouais, j'ai fait 6 km ce matin, aéro, c'est comme un footing de 2 heures, en fait. Et ce soir, c'est une séance un petit peu plus intense. Donc, voilà, il y aura la sieste après et une grosse séance ce soir. Ça va être cool d'assister d'ailleurs à ta séance pour voir un peu ce que ça donne un entraînement d'un nageur de haut niveau parce que j'en ai absolument aucune idée. J'ai même des maillots si tu veux essayer. Ah non, y a pas un cas où J'ai même des maillots. Écoute, j'ai été dans une famille de sportifs de base. Mon père était joueur de hand puis entraîneur de hand dans notre petit club à côté de chez nous. Ma mère était joueuse de badminton et nos parents nous ont mis tous les trois au hand et à la natation. Donc mon grand frère, ma grande sœur et moi. Et à côté de ça, on allait voir du sport, notamment l'Asvel par exemple au basket. On allait voir aussi des courses de côte dans le Mont d'Or sur les hauteurs de Lyon. T'as grandi dans la région lyonnaise? Ouais, j'ai grandi pendant 20 ans. J'ai bougé à Marseille après en 2011. J'avais 20 ans. Et ces courses de côte, c'était cool. C'était mon premier contact vraiment avec le sport auto. Et mon père aimait bien ça, ce côté sport auto, mais sans être le sport auto Formule 1, tu vois, tout ce qu'on voit maintenant, élitiste, le tu veux dire? show, etc. Ouais. Ouais. Il aimait bien vraiment le vrai sport auto. Mon père est pas trop fan de Formule 1, par exemple, mais je pense qu'il est plus fan des 24 heures du Mans, des choses un peu comme ça. Et qui... C'est encore une ambiance populaire. Ouais, en fait. voilà. Je pense Ouais. que c'est un peu ça qui lui plaît. Il aime pas trop le show autour de la Formule 1, etc. Moi, j'aime bien, mais c'est une autre époque. Je suis un peu plus jeune aussi. C'était quoi un peu les voitures qui t'ont marqué justement sur les courses de côte Mont d'Or? Il y avait quoi, des F3000 peut-être? Ouais, et des F3000, des F2000. Après, il y avait un petit peu de tout. Mais c'était ces deux voitures-là qui me fascinait le plus parce que ça se rapprochait d'une Formule 1 au niveau de la carrosserie, etc. Et c'était juste incroyable parce que quand tu fais des courses de côte, je pense que t'as pas trop le droit à l'erreur. C'est comme si tu fais, C'est clair. je sais pas, des rallyes ou en moto, l'île de Man. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées. Voilà, quand t'es sur un circuit. Par exemple au Castellet, si t'écartes un peu trop, tu vas un peu au large, mais t'as pas un arbre ou un mur, donc voilà, c'était un petit peu ce côté-là où t'as pas le droit à l'erreur que j'aimais bien aussi. J'ai l'impression que tes références elles sont vachement en lien avec l'ultra adrénaline parce que tu parles de Ouais. l'île de Man. L'île de Man, pour nos auditeurs, c'est une course où tu peux passer à 250 dans des routes qui sont normalement prévues pour 50. Ouais. Donc c'est des pays, c'est une île C'est au Royaume-Uni. incroyable. Ouais. C'est juste incroyable les images. Ouais, moi je trouve ça ouf. Alors je fais pas un sport extrême, je suis dans l'eau, je prends pas trop de risques, mais j'ai besoin d'avoir énormément d'intensité dans ma vie. Donc je fais de la moto, je fais du circuit à moto avec du 4. Je suis un peu grand, mais bon, j'essaie de. Est-ce que tu fais 1m99, c'est ça? Ouais, Pas j'essaie de. spécialement petit, mais t'es quand même un géant à côté. Hein. Ouais, et puis c'est très compliqué parce que quand tu fais de la moto, moi il m'avait filé la première fois un Monster 600, donc ça allait.
Et après, j'avais la Panigale V4, donc c'est hyper compliqué pour moi, c'est super petit, donc j'essaie de mettre un peu derrière la bulle comme ça, mais voilà, donc j'aime bien ça. Là, je vais passer la PAC pour sauter en parachute tout seul. Enfin, j'aime vraiment me sentir vivant. C'est des choses qui me font du bien, et je pense que je fais du sport de haut niveau aussi pour ça, ressentir des émotions. Je trouve qu'on vit pour ça, donc les sports mécaniques, c'est pile dedans. Pour revenir un peu à ton enfance, je crois qu'il y a une personne aussi qui t'a pas mal initié à ces sports mécaniques, c'est ton oncle. Ouais. Qui a absolument tous les permis, c'est ça? Il a tous les permis sur route en tout cas. Je sais pas s'il a le permis bateau aussi, mais son objectif c'était d'avoir tous les permis. Alors à l'époque c'était un petit peu plus facile parce qu'il y avait le service militaire, donc tu passais déjà tes permis poids lourd gratuitement entre guillemets. Et après il a passé son permis moto en dernier, je crois, et il m'avait fait faire un tour de moto quand j'étais jeune, j'avais 10-12 ans, qu'il a revendu après parce qu'il trouvait ça un petit peu trop dangereux. Je crois que c'était une Monstro d'ailleurs. C'est un peu vieux. C'était à l'époque où ça s'appelait encore Monstro Ducat. On avait fait un petit tour et tout. J'étais impressionné. Et ouais, c'était un touche à tout. Il réparait des moteurs à l'époque où les moteurs étaient encore réparables à la maison. Il fallait pas les brancher sur la borne. BD. Ouais, voilà. Maintenant c'est un peu compliqué. On est obligé de les amener au garage pour faire quelque chose, alors que lui, voilà, il comprend tout, il sait tout sur la mécanique, et c'est génial. Tu disais tout à l'heure, t'as un grand frère. Je crois qu'il a eu pas mal de mobylettes. Ouais, il en a eu 2-3, ouais. Et il les bricolait, ces mobylettes, c'est ça? Bah ouais, hein, quand t'as 14-15 ans, et que t'habitais à la campagne, donc c'était dans les années 99-2000. Je me rappelle plus des modèles, hein, j'aurais dû lui demander, mais il les bricolait, et pour essayer d'être plus rapide, d'être plus puissant, voilà, mettre des kits 80, des choses comme ça, changer le vario, des trucs comme ça, mais elle marchait toujours moins bien après. donc au final, il en a eu 2 ou 3. Et les 2 ou 3, elles marchaient moins bien, et mes parents ont décidé que je n'aurais pas de mobylette parce que mon frère avait trop trafiqué les siennes, et qu'elle marchait plus, et que voilà, quand on a un grand frère qui fait des choses comme ça, après c'est compliqué quand on passe derrière. Pour autant, c'est quoi un peu tes premiers contacts avec le deux roues? Parce que je crois que t'avais pu utiliser un peu la derby de ton pote. Ouais, mon pote avait une derby que j'ai utilisé. J'avais pas le BSR, mais on était à la campagne, donc on faisait un petit peu des routes de montagne. Et c'était déjà une derby à boîte, hein. Ouais, c'était une derby à boîte, et c'est ça qui me fascinait. Au début, j'arrivais pas à passer les vitesses, ce qui me paraît incroyable parce que c'est tellement instinctif en fait maintenant. Mais au début, quand tu commences, c'est vrai que c'est pas simple de gérer l'embrayage avec la main gauche, et de passer les vitesses, l'accélérateur et tout. Quand t'as 14-15 ans, c'est pas forcément simple. Mais on s'est régalé. C'est la liberté, la moto. Donc ouais, on était libre. On avait 14-15 ans, on se prenait pour des jeunes adultes, et alors qu'on avait que 14-15 ans. Et quand je vois des jeunes maintenant de 15 ans avec des derbies, ça me fait sourire, parce que c'était moi il y a une quinzaine d'années. Et niveau automobile, c'est quoi un petit peu tes rêves à ce moment-là? Parce que tu t'y intéresses, tu lis un peu des magazines, comment tes rêves auto se construisent? C'est arrivé un petit peu plus tard. C'est arrivé quand je suis arrivé à Marseille après. Alors mon pote Val a eu le permis moto quand il avait 18-19 ans. Puis après, il a fait des conneries, et il est malheureusement décédé dans un accident de moto. Mais j'ai toujours eu ce contact avec des gens qui étaient motards à Marseille, notamment Greg Mallet, qui était au Grand Prix de France ce week-end d'ailleurs. Mm-hmm. Qui a eu beaucoup de motos, qui a eu beaucoup de voitures, des Mustangs, des choses comme ça. Et c'est lui qui m'a un petit peu initié à ça, et qui m'a fait aimer ça. Donc j'ai acheté une moto. J'avais pas le permis, mais je me suis dit que j'allais acheter une moto pour me motiver. Je me suis acheté une Kawa, et elle est restée Une Z750, c'est ça? Z800 à l'époque, ouais. Donc tu devais ressembler à mon frère a le permis moto aussi, et ma sœur aussi d'ailleurs. Ah, toute la famille a le permis auto. Ouais. Okay. Mes parents non, mais mon frère a été le premier. Ma sœur l'a passé un peu plus tard, mais maintenant elle conduit plus parce qu'elle a eu un accident et qu'elle a peur. Ah merde. Elle est pas montée tout de suite dessus, et du coup elle est un peu traumatisée. Ouais. Et bon, c'était pas un accident grave, hein. C'était en ville, elle était à 20 km/h. S'est fait percuter, s'est cassé le pied, je crois. C'était il y a quelques années, et depuis elle est plus remontée. Mais ouais, c'est quand vraiment je suis arrivé à Marseille qu'on a décidé de passer le permis avec Fred Bousquet et Camille Lacour.
Donc 2 potes nageurs aussi Ouais. qui ont des palmarès assez exceptionnels aussi. Ouais, on s'est mis une semaine off et on est allé au Castellet chez Easy Monray pour passer ça en une semaine rapide. Et Je m'étonnerais, ouais. ouais, et j'ai enfin pu rouler pour la première fois à Makawa pendant une semaine, puis je me la suis fait voler à Marseille. Et après, j'ai eu que des Ducats. Tu veux me dire que tu l'as plus roulé sans permis, entre guillemets? Je l'ai pas roulé sans permis. Je l'ai roulé ouais une fois sans permis pour faire 2 kilomètres. D'accord. Mais j'ai été bon parce que je suis un peu frileux et à cette époque, j'avais un peu plus la tête sur les épaules que quand j'avais 15 ans. Donc à 22, 23 ans, tu fais un peu plus attention et t'as conscience que rouler sans permis, ça peut un peu ruiner ta vie. Donc je l'ai fait une seule fois 2 kilomètres pour l'essayer. Et après, elle a été pendant 8 mois, 9 mois dans mon garage. Je la voyais tous les jours et c'était dur et je me suis motivé pour aller passer le permis. Et on l'a eu tous les trois et j'ai enfin pu rouler. Malheureusement qu'une semaine. Mais c'est comme ça. Et après, j'ai eu... je vais pas être super confort sur une moto comme ça parce que avec ton gabarit... Je suis confort sur aucune moto à part les gros trails, donc les multistrada, les choses comme ça. Là, j'aurai la chance d'avoir la dernière Desert X qui sort en juin. Je vais essayer d'essayer aussi. Ouais, je vais la voir en juillet parce que je pars au championnat du monde en juin. Et puis ici, ça se prête quand même pas mal. J'avais fait la Transalp avec Greg Mallet, Camille Lacour et Fred Bousquet. Donc on était parti de Nice et on avait direct commencé à faire tout l'école des Alpes et on s'était régalé. Donc je sais qu'ici il y a quand même de quoi faire. Ouais, puis elle a une bonne gueule. Elle a une bonne gueule, c'est vraiment là, ouais, c'est tu la vois la première fois, tu te dis putain, c'est une moto des années 80. Ouais, exactement. Et en fait après tu regardes, tu vois les LED un peu sur les feux, des choses comme ça, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas années 80 ça. Donc j'ai hâte de l'essayer ouais. Et c'est bien pour le gabarit pour moi, ouais, c'est sûr. Niveau auto, forcément, je pense que tu as vécu conduite accompagnée un peu comme tout le monde. Ouais, surtout à la campagne, c'est plus facile. Ouais, et là, à ce moment-là, c'est un peu à ce moment-là que la passion est née pour la conduite, la bagnole. Ouais, j'ai toujours aimé conduire. J'ai vraiment toujours aimé conduire. J'ai commencé à 16 ans en conduite accompagnée sur un Charan à l'époque. Début des voitures allemandes. Ouais, mes parents ont toujours eu des Volkswagen. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont aimé. Je pense que c'est le côté fiabilité allemande qu'ils aimaient bien. Puis il y avait un garage VV à côté, donc on a eu des Polo, on a eu des Charan, des Touran, des Tiguan. Voilà, c'était un peu les voitures familiales à l'époque. Et donc j'ai commencé sur un Charan et après j'ai enchaîné sur un Touran. Ah oui, t'as vraiment fait que les voitures de sport, quoi. Ah ouais, de ouf. Les avions. Et après, mes parents, pour mon 18e anniversaire, m'ont donné le droit d'utiliser exclusivement la Polo, je dirais Polo 4, diesel, genre 70 chevaux, sans turbo, tu sais, le truc qui avance pas du tout. Et je me suis fait chier avec ça pendant un an et j'ai décidé de m'acheter une 206 S16. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu commences à faire des expériences que tu sais, c'est en général quand tu découvres la conduite, t'essaies de tirer des freins à main, t'essaies de partir un peu en glisse. Ouais, j'ai essayé ça avec la Polo. La première fois, je suis rentré dans une voiture. Donc j'ai décidé en fait, je voulais me garer en bataille, tu sais. Mode Ragnotti, tu vois, c'est-à-dire tu mets le frein à main et tu rentres comme ça. Mais bon, vu que c'était la première fois, et en fait, mon frère a 50 plus, donc forcément, il faisait des conneries avec moi à côté. Je me suis dit, ça a pas l'air compliqué. Et j'ai essayé, j'ai tapé. Bon, j'ai pas tapé de frontal, tu vois, mais au final, je me suis bien amélioré et je finissais, parce qu'il neigeait de temps en temps à côté de Lyon, là. Et je finissais à faire les tours de rond-point comme ça sur la neige en crabe. Donc j'ai quand même bien progressé depuis. Maintenant, c'est compliqué, c'est des freins à main électroniques, donc je m'amuse un peu moins. Donc ta première vraie voiture, c'est une 206 S16, donc c'est très cool, hein. Maintenant, c'est un vrai C'est super cool, ouais, c'est super cool. Je l'ai bien trafiqué aussi. J'avais fait une reprog, j'avais changé la ligne. Malheureusement, le catalyseur arrêtait pas de tomber, donc je devais mettre le cri pour passer les mains. Donc j'avais une paire de gants dans la voiture parce que c'était chaud évidemment. Et je le remettais, je le resserrais, et une fois le cri est tombé, et j'ai la voiture qui m'est tombée vraiment sur le sternum, donc c'était pile poil la taille de mon sternum entre le bas de caisse et la route, donc j'ai eu de la chance. Mais j'ai fini par échanger cette voiture contre une Porsche 944 après. Et ça, tu sais, quand tu m'as dit ça, je suis resté choqué parce que déjà, c'est une voiture que moi, je veux m'acheter personnellement. Je trouve génial. Ouais, j'avais 20 ans, c'était génial. À l'époque, personne n'en parlait. Maintenant, un peu plus quand même. Ouais. À l'époque, personne n'en parlait. Et je pense qu'à l'époque, ça coûtait 5000 euros. C'est fou, hein. Ouais. C'est fou de te dire ça. Ça ressemble pas à une Porsche aussi dans l'esprit. Non, c'est pour ça, ça. Mais quand on te donne la clé et que t'as le petit écusson Porsche sur la clé, c'est quand même cool aussi quand t'as 20 ans. Clairement. Porsche moteur avant. Ouais. Tu l'as gardé combien de temps, celle-ci?
Je l'ai gardé jusqu'en 2012. Et en 2012, j'ai été champion olympique et la prime des Jeux olympiques, c'était 40 000 euros. Et je me suis acheté une 964 Turbo à GT Spirit à 42 000 euros. Donc ça, c'est la voiture de Bad Boys pour les gens. Ah ouais, c'était vraiment la voiture que je voulais et que je veux encore, que j'ai malheureusement vendue. Depuis combien de temps tu la voulais? Enfin, comment c'est arrivé un petit peu ce rêve? Parce que à cet âge-là, il y a pas beaucoup de gens qui rêvent de ces genres de caisses quand même. Non, mais je pense que le côté mon père m'a bien fait comprendre. Je pense qu'à l'époque, maintenant je pense que c'est différent, mais à l'époque les voitures allemandes étaient beaucoup plus fiables que les voitures italiennes et c'est beaucoup moins tape à l'œil. On est plutôt une famille. On est plutôt en retrait, tu vois. On n'aime pas trop être sur le devant de la scène, donc quand t'as une Ferrari ou une Lambo ou quelque chose comme ça, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert, tu vois. Ouais, ça fait du bruit. Moi, j'aimais bien un peu ce côté Porsche allemande, etc. Et quand on partait en camping, avec mes parents, mon frère et ma sœur, c'était vraiment les Porsche qui me fascinaient le plus. Je me rappelle aussi avoir eu des petites figurines Porsche. Je pense que c'était un peu ce modèle-là de la police allemande, marqué Polizei, tu sais. Et j'étais là, putain, je vais être policier juste pour ça en Allemagne, tu vois. Et donc j'en voyais quand on partait en vacances, parce qu'à l'époque il y avait les autoroutes, mais on prenait aussi pas mal de nationales, des choses comme ça, donc on passait du temps sur la route. Et on était tous les trois, on faisait des jeux derrière, et quand je voyais une Porsche avec le gros aileron derrière là, j'étais fasciné. Ouais, c'était un peu pelle à tarte, ouais. Ah ouais, c'était incroyable, et je me suis dit je veux ça. Si j'ai l'occasion d'en avoir une et que je gagne assez bien ma vie, je veux ça. Et malheureusement, je l'ai vendu parce que à l'époque, j'avais une copine qui trouvait que ça faisait trop de bruit, que ça sentait trop l'essence, qu'il n'y avait pas de clim à l'intérieur. Forcément, elle est 1991 et quand t'achètes ce genre de voiture, c'est pas pour avoir une autoradio et une clim, tu vois. Puis elle était surnommée The Widowmakers, donc c'était vraiment, c'était une voiture qui était traite dans le sens où t'avais l'activation du turbo qui se faisait. Ouais, 3005, un truc comme ça. Il fallait quand même avoir des bases de conduite hein, pour. Ah, c'était incroyable. Mon oncle la conduite. Et m'a dit qu'elle lui faisait peur, tu vois. Il a eu pas mal de bagnoles, il en a conduit pas mal, mais c'est un peu le même type que la R5 Turbo 2 où t'as le turbo qui se déclenche à 3005 et t'as plein de gens qui se sont mis au tas à cause de ça, quoi. C'est même époque, hein, de toute façon. Ouais, c'est même époque, mais par contre, c'est génial quand tu connais un petit peu et que tu sais bien piloter. Et tu prends vraiment du plaisir et tu te prends vraiment un coup de pied au cul à 3005 et c'est vraiment génial. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Et donc, du coup, après, j'ai acheté une 997 Turbo. Enfin, j'ai revendu, du coup, la 965. J'ai jamais eu plusieurs Porsche en même temps. J'ai toujours eu une seule Porsche que je revendais pour en acheter une autre. Et donc, j'ai eu une 997 Turbo qui était bien, mais la boîte type Pro, c'est ça? Ouais, la boîte type Pro, c'était vraiment dommage, tu vois. Je suis passé du coup d'une boîte méca 965 turbo à vraiment m'amuser, c'était vraiment du pilotage, à une voiture qui était plus puissante, mais qui était moins amusante, je trouve. Plus civilisée, plus aseptisée par rapport à... Ouais, beaucoup plus. Et t'avais pas ce bruit que j'aimais bien aussi, c'est ça que j'aime bien aussi dans les voitures, c'est vraiment un tout. Et donc je l'ai revendu pour m'acheter une Cayman GTS en 2016. Comment ça s'est fait justement la transition entre ta 997 et le Cayman? À quel moment tu t'es dit je vais passer de la grosse Porsche à la petite? On te l'a prêté, tu l'as testé? Ouais, en fait, je suis allé faire une révision pour la 997 Turbo, ils m'ont prêté une Cayman GTS. Je me suis vraiment amusé avec cette voiture pendant 2 jours. C'est un moteur central. Donc elle est vachement plus équilibrée. Je trouve que c'était un karting mais très puissant. Et du coup, 340 ça fait 320 340 je crois. 340 chevaux et du coup quand je l'ai rendu et que j'ai repris la 997 Turbo, bah je me suis moins amusé, je me suis dit je vais quand même je pense revendre celle-ci et m'acheter ça. Et du coup, je crois qu'en 2016, c'était la dernière fois que c'était des flat 6. Alors, je crois que c'est repassé en flat 6 depuis. Ça dépend parce que toi, t'as la GTS. Ouais. Donc, de toute façon, sur les versions, tu vois, il y a la GT4 qui va sortir, c'est toujours du flat 6. Ouais. Effectivement, ils ont mis des moteurs turbo après. Est-ce que toi, c'est la version 981, je crois, cette génération-là? Sur 2016, je crois que c'est 981. Possible. Ouais, je suis quasi sûr. Peut-être. Ouais, je suis quasi sûr. Ok. Mais T'en sais plus que moi, de toute façon. Donc mais non, c'est un flat 6. T'as la vraie noblesse mécanique. Ouais, et puis t'as pas de turbo et du coup t'as le bruit qui va avec et
Et elle est trop bien cette voiture. Je l'ai encore, elle est en bas là. Tu la roules souvent ou pas trop? Bah je l'ai pas beaucoup roulé quand j'étais à Marseille parce que je l'avais mis dans un garage et du coup fallait que j'aille en voiture dans le garage pour la prendre. Et après donc je faisais mon tour et il fallait que je retourne au garage, prendre mon autre voiture et retourner chez moi. Donc c'était quand même une organisation un peu compliquée avec les compétitions, tout ça. J'avais moins de temps. Et maintenant que je suis ici, je t'avoue que j'ai changé ma batterie il y a une semaine. Et que ça fait une semaine que je peux la reconduire. Et voilà, là, elle est bâchée dehors, devant chez moi. Et Je l'ai même pas vu en arrivant. non, parce que c'est derrière. Ah, c'est derrière. Ouais, c'est derrière. Elle est cachée. Et c'est une voiture qui est top. En plus, comme je te dis, c'est comme avec la moto. Là, il y a des super coins. Quand je vais à Nice, quand je vais à Mougins, quand je vais à Cannes, à Monaco, c'est des voitures un peu plus communs ici en plus. Donc, les gens sont moins surpris. Et comme je te dis, j'aime pas avoir trop les gens qui me regardent. Donc, ouais, c'est une Porsche. Ici, il y a des Ferrari, des Lambo, des trucs comme ça. Donc, c'est une voiture entre guillemets plus normale qu'à Marseille. Tu parlais tout à l'heure de moto. Ouais. T'as eu un contrat avec Ducati, donc t'as essayé plein de motos. Ouais. Et après, t'as été en partenariat avec Ducati Marseille, tu l'es toujours. Ouais. Et tu me disais, ça m'a fait marrer quand tu m'as dit ça, c'est que ta seule contrepartie, c'est de devoir rouler. C'est vraiment affreux ta contrepartie. Ah, c'est trop dur. Devoir rouler en Panigale V4 sur circuit. Ouais. Ouais, en fait, donc j'ai eu un contrat avec Ducati pendant 1 an. Et c'est du coup j'allais les chercher à Ducati Marseille. Et j'ai sympathisé avec le patron qui a les concessions de Marseille, de Toulon et de Nîmes, je crois. Et du coup, on est resté en bon contact et mon contrat Ducati s'est arrêté, mais il a eu la gentillesse de me prêter des motos au quotidien. Donc, je t'avoue que quand t'es dans une ville comme Marseille, c'est quand même hyper pratique. Surtout que c'est quand même la guerre à Marseille pour ouais. circuler. Ah, en moto, c'est incroyable. Et ce qui était bien, c'est que quand j'étais avec Ducati, avec un contrat, donc j'avais une moto pendant 8 mois, 9 mois, et du coup, je gardais cette moto. Et ce que je trouve génial maintenant avec Ducati Marseille, c'est que donc généralement j'ai eu beaucoup de multistrada pour la ville, etc., pour faire des balades, c'était génial. Mais si j'avais une envie d'un week-end, j'allais prendre un scrambler, j'allais prendre un monster, j'allais prendre une Panigale pour aller faire du circuit au Castellet. Et voilà, on est en contact régulier. Et là, j'ai hâte d'essayer la DRTX qui va arriver bientôt. Donc ouais, j'ai pas vraiment de contrepartie, il me demande rien. Juste, il attend de moi que je poste des choses un petit peu, je pense, sur les réseaux, mais il me le demande pas. Et en fait, je trouve ça génial parce que je le fais de moi-même. C'est un monde que j'aime bien. Forcément, quand je vais faire du circuit, j'ai envie de partager ça avec les gens qui me suivent. Là, je vais sûrement lancer ma chaîne YouTube, donc j'aimerais bien faire un épisode un peu sur Ducati, un épisode sur Cupra aussi. Donc voilà, c'est des choses qui pour lui sont bénéfiques, je pense. C'est du win-win un peu, quoi. Ouais, voilà, et tout le monde est content. Et honnêtement, le monde de la moto, c'est on est tous copains, j'ai l'impression, tu vois, c'est un monde assez cool. C'est un monde plus cool que l'automobile, est plus. Ouais, c'est plus abordable. Ouais, tu vois, les gens sont un peu moins en chemise, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très très bien. Ouais. Donc j'ai ce côté-là moto qui me plaît énormément et avec le boss de Ducati Marseille, je m'entends super bien. Donc voilà, j'ai aussi eu une Panigale, pas une Panigale, une multistrada pour aller faire le Tour de Corse. C'est avec ta copine, c'est ça? Ouais, il y a 2 ans. Malheureusement pour elle, parce que du coup en Corse, tu fais un peu des chemins, tu vois. Donc j'étais bien, moi, parce que je conduisais. Mais c'est vrai que derrière, quand tu fais du chemin pour aller sur la plage, c'est pas simple, tu vois, quand t'es derrière. Je t'avoue que quand tu fais 3-4 heures de route par jour, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre. Moi, je me suis régalé, par contre, les routes de Corse, c'était vraiment génial. Et voilà, donc j'ai pris le ferry à Marseille avec la moto, j'avais les valises et le top case. Donc c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps, conseillé par mon pote Greg Mallet qui l'avait fait aussi. Il l'avait fait en Daytona, lui. Tu vois. En Triomphe Daytona? Ouais. Oh, le malade. C'est un ouf. Et donc du coup il m'a dit faut pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Et donc du coup avec la multi j'ai fait ça. Juste après le confinement, en plus c'était génial. Je suis resté 3 mois confiné. Un peu de liberté. Ah ouais, c'était vraiment la liberté en juillet 2020 là, incroyable. Donc je suis arrivé à Bastia. Je fais le Cap Corse, après je suis redescendu
Corté, etc. Je suis allé dans le sud et j'ai fini 3-4 jours. Je me suis posé sur la côte est à Porto Vecchio. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Et là, ça fait 1 an que j'ai pas de moto et que j'attends celle-là avec Puis pour la impatience. petite histoire, je voulais te faire la Ouais. surprise aujourd'hui de te ramener 2 Multistrada, qu'on avait fait une petite balade. Ouais, Au final, ça n'a pas pu se faire. malheureusement. Malheureusement. J'avais une autre Malheureusement. surprise aussi en prévision, elle a pas pu se faire non plus. Malheureusement aussi. Mais au final, je me dis que c'est peut-être pas si mal parce qu'il faut que tu fasses ta sieste après avant l'entraînement. Oui, c'est sûr l'un que dans l'autre, c'est sûr que peut-être c'est mieux. C'est sûr que si jamais c'est je me plus repose, c'est plus raisonnable. Voilà. Donc je m'enlève du plaisir pour être meilleur dans ma Voilà, en dans fait, ma j'ai performance. juste pensé à ta performance. C'est juste Voilà, ça. c'est juste sympa. ça l'histoire. C'est sympa. Il y a aussi une personne que j'ai eue sur ce podcast qui s'appelle Bader de Ouais. Highside. Ouais. Tu as eu la chance de de participer au programme One Star, enfin une star, un slide. Mm. Et tu me racontais que donc l'idée c'est de poser le genou sur circuit. Exactement. Pour une star. Et toi, tu me racontais que poser le genou, c'est pas trop un problème pour toi, parce que tu l'avais déjà fait avant. Ah non, puis tu vois la Et taille surtout de mes quand t'es jambes en plus. Tu vois la taille de mes jambes en plus on commence sur une moto qui fait cette taille. Ouais, la petite là. Donc c'est assez bizarre, hein. Mais j'ai très vite posé le genou parce que déjà Bader a des super conseils. C'est un mec exceptionnel. Ah ouais, franchement, il est top. J'ai encore des contacts de temps en temps avec lui. Je le regarde un peu à la télé aussi. Je te salue Bader si tu regardes ouais. cette émission d'ailleurs. et Greg Mallet justement l'avait fait avant moi et Camille, je sais pas si Camille Lacour avait fait avant ou Ça après. me dit quelque chose, ouais. Ouais. Et je crois qu'il l'a fait après. Non Il a dû le faire après, ouais. Mais la première fois que tu poses le genou, tu te dis comment j'ai fait pour ne pas poser le genou avant, et en fait tu te sens beaucoup plus en confiance parce que du coup t'as 3 points d'appui, t'as les 2 roues plus ton genou, donc ça fait un triangle. Enfin, j'ai l'impression que t'es plus à l'aise en posant le genou. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'au début t'as peur et au final tu te dis, mais en fait c'est mieux. J'ai jamais posé, c'est pour ça que je te dis ça. En fait c'est mieux, mais en fait au départ tu te dis je vais poser le genou, ça va accrocher, ça va faire bouger la moto. Mais pas du tout, c'est fait exprès. Les mecs en MotoGP, ils posent le genou à 200, donc forcément ça va pas accrocher. Et quand la première fois quand tu poses le genou, après tu regardes, tu vois ton slider qui est un peu mangé là, t'es là, oh, t'es trop fier de toi, tu vois, t'es là, ouais, c'est génial, et t'as envie de recommencer. Là du coup, vu qu'étant donné que c'était une formalité un petit peu pour toi de poser le genou, tu m'expliquais que t'avais essayé de te faire une belle pointe de vitesse quand t'étais sur Highside. Ouais. J'avais fait, en fait, on était au Castellet, donc t'avais, il coupe le circuit en deux. T'avais du roulage, je sais pas si c'était avec Monray ou pas d'ailleurs, ou 4G Moto peut-être, un des deux. Et sur l'autre côté du circuit, il y avait Highside. Et entre midi et 2, moi je voulais essayer sur la ligne droite du Mistral la Panigale V4. Donc c'est celle que Ducati Marseille t'avait prêtée. Ouais, pour faire Highside. Qui me faisait peur cette moto parce que elle est incroyable, elle est monstrueuse quoi, tu vois. Combien de chevaux juste pour les auditeurs, rapport poids puissance, c'est quoi? Je crois que ça fait 220 chevaux, c'est ça, non? Et 200 kilos. Ouais, 200 kilos. Ouais, c'est un monstre. Ouais, c'est un truc de fou. Et c'est bestial en fait, tu vois. J'ai eu des motos puissantes, mais celle-là, faut faire attention, tu vois. C'est un peu comme la Porsche 964 là, c'est du pilotage, c'est plus de la conduite, c'est vraiment. Mais t'as l'électronique, heureusement, par rapport à la Porsche. Heureusement. Ouais. Et puis je pense que je suis meilleur en voiture qu'en moto, parce que j'ai plus roulé en voiture et j'ai roulé en voiture depuis que j'ai 16 ans, donc c'était un petit peu plus facile. Mais du coup j'ai fait la ligne droite du Mistral suivi par Bader, je crois. Je sais plus si j'étais suivi par Bader. Je pense que oui. Pour des questions de sécurité. Toujours la sécurité. Ah oui, c'est important. Et donc, il y avait 2 plots au milieu de la ligne droite du Mistral parce que pour délimiter du coup les 2 circuits. Et donc c'était à peu près au milieu, c'était au niveau de la chicane. Et j'arrive entre les 2 plots, donc j'avais l'impression que les 2 plots il y avait 1 mètre d'écart, mais bon il y en avait 5, et bon vu que tu vas vite, t'as l'impression que c'est hyper petit, donc je suis passé à 200 entre les deux, et je me suis dit je vais accélérer maintenant. Et j'ai accéléré du coup, et je suis monté à 318 je crois. Et je lève la tête pour freiner. Et là, j'ai le casque qui se colle contre la bouche et tu peux plus respirer parce que les casques en MotoGP ils sont beaucoup plus serrés, tu vois, c'est différent. Et t'as le corps, moi en plus je suis quand même assez imposant, donc sur une moto. Tu prends un peu le vent. Tu prends de la place, donc quand tu te lèves comme ça et que tu te prends le vent et que tu peux plus respirer et que tu dois tenir le guidon parce que ça tire quoi. Tu te dis waouh. Les mecs en MotoGP, ils doivent se prendre des trucs incroyables pendant 35 minutes là, c'est. Bah après ils ont moins le physique frigo quand même. En général, ils sont quand même plus petits et ouais, mais ils roulent plus vite. Mais ils roulent plus vite et ils sont tout le temps à la limite et
Et c'est incroyable. J'ai encore regardé dimanche le Grand Prix de France là. C'est hallucinant. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Avec sortie de virage, ils sont à 320, tu te dis. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est hallucinant. Ouais. Et alors suite à ça là, au niveau de la moto en fait, qu'est-ce qu'il y a de prévu un petit peu? Moto, pas grand chose pour l'instant. Faut que je vois un petit peu. Maintenant que je me suis délocalisé, c'est un petit peu plus compliqué et simple en même temps parce que je suis plus loin du Ducat de Marseille. Mais en même temps, de Nice, t'as quand même des vols un petit peu plus faciles. Donc, je sais que je pourrais peut-être faire un peu du circuit autre qu'au Castellet. Je sais pas, à Barcelone ou à Portimao. Je sais qu'il y a des circuits de roulage et des sessions de roulage avec Monneray. Donc j'aimerais bien faire ça. Là, il faudrait que je remette un peu le cul sur la moto et essayer cette Desert X. Il faut que je fasse attention aussi parce que voilà, j'ai les jeux dans 2 ans. Même si quand tu fais du circuit, t'as le casque, t'as la combi, t'as la dorsale, t'as tout ce qui va bien. Bah, tu peux quand même te casser une main, voilà. Justement, tes entraîneurs là-dessus, par rapport à ça, ils te disent fais gaffe, pas trop de sport extrême, prends pas de risques, ou en fait on sait que ça fait partie de ton caractère, donc de toute façon. En fait, si tu m'interdis les choses, je vais plus être en accord avec eux et ça va plus être en symbiose et du coup ça va casser quelque chose et je vais être moins impliqué dans mon entraînement, je pense, et moins heureux dans ma vie. Moins dans l'écoute. Ouais, et quand je trouve que quand t'es moins heureux, tu fais les choses un peu moins bien, donc ils me lâchent du lest un petit peu sur certaines choses. Et c'est des gens qui ont mon âge, tu vois, c'est vraiment des amis. J'ai bougé il y a quelques mois ici pour ça. Et quand t'as 20 ans et que t'as un coach de 30-40, tu l'écoutes un peu plus. Maintenant, on a des discussions au quotidien. J'ai envie de prendre le plaisir là où il est aussi. On a qu'une vie et t'as un rapport de plus égal à égal, quoi. Ouais, et puis voilà, moi j'ai déjà fait plus de 10 ans de carrière, donc ma carrière est plus derrière que devant, même si j'ai un énorme objectif à Paris 2024, bah je veux quand même prendre du plaisir en même temps que ma carrière sportive, tu vois. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout à l'heure on parlait de Highside. Highside c'est aussi une figure, mais une figure en général qui se termine assez mal, c'est-à-dire passer par-dessus le guidon. Ouais. Je crois que ça t'est arrivé une fois. Ouais, ça m'est arrivé une fois, ouais. C'était quoi les circonstances un peu? Je pense que j'avais plus de moto à cette époque. Je l'avais rendu parce que j'avais pas de garage et j'avais pas envie de me faire voler une Ducat qui était pas à moi. Donc j'avais pris la moto de Fred Bousquet qui avait déconnecté toutes les aides. C'était quoi sa moto? C'était une 1000 RR. 1000 RR ou RR? Non, c'était le Roadster ou la sportive? La sportive. Donc RR. RR. Ouais. RR. Je crois que c'était ça. La radicale absolue, quoi. Je crois. Hein. Ouais. Peut-être que je dis une bêtise, mais Fred nous corrigera si on dit une connerie. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il avait déconnecté toutes les aides et l'électronique. Et la route était un petit peu humide, donc je prends un virage, je mords un peu sur la ligne blanche et la roue arrière a fait droite-gauche, ça a raccroché, je suis passé par-dessus, mais j'étais à 15 km/h, tu vois. Et du coup, je me suis pété la main. J'ai eu des broches, tu vois, j'ai encore une petite bosse là. J'ai eu 3 broches pendant 1 mois et demi et c'est encore douloureux, tu vois, j'ai mon pouce, je sais qu'il bougera plus jamais de la même manière, c'est une fracture articulaire. Et c'est une connerie, tu vois, tu peux rouler à 300 sur un circuit et tomber à 15 km/h et te faire mal, et ça c'est hyper frustrant. C'était en plus l'époque où tu jouais au handball, pour expliquer un petit peu aux auditeurs. C'était la fin du hand en fait. T'avais arrêté la natation? Ouais, en fait, j'ai arrêté la natation à fin Rio, donc septembre 2016, et j'ai fait du hand de octobre 2016 jusqu'à novembre 2018, donc 2 ans. Et j'allais presque tourner pro. Il y a un coach de Nice qui s'était intéressé à moi, et le club de Aix voulait me signer aussi en tant que 3e pivot. Ça c'était en 2e division, c'est ça? 2e division Nice, et Aix ils sont en 1re division. Et donc sur une récupération de balle, je me casse le doigt là, donc je me fais opérer. J'ai toujours mes 4 vis dans le doigt. Et au bout d'1 mois, ça allait mieux. J'ai fait une compétition de natation sans m'entraîner pendant 2 ans où j'ai plutôt bien marché. Et du coup, je prends la moto de Fred. Je me casse le pouce. Donc encore 1 mois d'arrêt. Là, je me dis bon, le hand avec une main cassée. C'est le destin, quoi. Et j'ai bien nagé. Les jeux sont dans 1 an et demi. Pourquoi pas essayer? Et du coup, je contacte mon coach avec qui j'étais champion olympique et entraîné en Turquie à l'époque. Et je lui dis, bah, j'aimerais bien revenir. C'était à Noël 2018.
Et donc il me dit ok, et dans ma convalescence du pouce, je me fais enlever les broches, etc. Je joue au tennis et je me recasse la main. Un mois après. Donc voilà, j'ai fait 4 mois avec la main gauche. Non, parce que je me suis d'abord cassé la main gauche et après 2 fois la main droite. Et donc j'ai repris après en avril et j'ai plus de blessures depuis, de blessures de ce genre-là, donc je fais attention. Tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi forcément le handball était dans ta vie depuis tout petit. Ouais. Mais il y a cet aspect que c'est un sport collectif. Tu contrôles pas tout ton destin non plus parce que c'est le coach qui dit tu rentres pas. Ouais, c'est très compliqué. Natation, tu gères tout finalement. Natation, t'auras ta chance dans tous les cas. Que tu commences le plus bas possible. Si tu nages vite, tu vas être qualifié sur un championnat de France. Si t'es bon, tu vas être qualifié sur un championnat du monde. Et t'auras ta chance. Ton coach, il va pas dire, non, tu vas pas y aller, tu vois. Alors que dans un sport co, c'est le coach qui décide si tu joues ou si tu joues pas. Donc, j'ai eu un petit peu, pas du mal, mais c'était assez étonnant pour moi de me dire, je me suis entraîné dur cette semaine, je mérite de jouer, mais peut-être qu'il y a un pivot qui est pas forcément meilleur, peut-être moins bon, mais en tout cas un profil différent, et le coach veut utiliser ce profil. Moi je peux rien faire en fait. Si le coach me fait rentrer 3 minutes sur 60, il me fera rentrer 3 minutes sur 60. Et j'ai trouvé ça un petit peu dur. Donc t'es pas un petit peu en manque aussi du très haut niveau, c'est-à-dire que au hand t'as pas joué à très pas au même niveau qu'en natation. Non, mais oui, c'était quelque chose qui me manquait, l'ultra performance, d'être le meilleur dans ce que je fais au quotidien. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Tu vois, je joue aussi un peu de guitare, je fais un peu d'astronomie, tu vois, je m'intéresse à plein de choses. Et quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais vraiment à fond. Et là, je m'intéressais à fond, mais j'avais pas le résultat en match, parce que j'arrivais pas à jouer assez, comme je te dis, parce qu'il y a des profils différents et que les coachs, il y a des coachs qui te font jouer, d'autres moins, et t'as des matchs où t'es meilleur, d'autres moins bien. Donc c'est le sport collectif, c'est comme ça. Je le prends pas mal, c'est juste un aspect du sport collectif. Est-ce que tu dirais que ça t'a apporté quelque chose sur ton retour à la natation, parce que ça t'a fait un petit bol d'air frais entre guillemets, parce que t'étais un peu dégoûté de la natation en 2016. Tu fais ta pause entre guillemets handball, tu reviens. Est-ce que t'as l'impression que même dans tes entraînements auxquels on va assister ce soir, ça t'a amené quelque chose, une autre fraîcheur, quelque chose? Ça m'a amené déjà le côté j'arrête pour revenir, donc comme tu dis fraîcheur, le côté challenge. J'aime beaucoup les challenges, et j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour de la question. Tu vois, j'ai commencé en 94 pour arrêter en 2016, donc j'avais fait 22 ans de natation. Et en 22 ans, t'as le temps de voir des carreaux, tu vois. donc j'étais arrivé à un niveau que je voulais avoir quand j'étais gamin, le meilleur niveau possible. Donc c'était cool. J'étais champion du monde, champion olympique. Et j'avais envie d'un autre challenge, donc je suis allé au handball et j'ai découvert le fait de faire du sport en prenant énormément de plaisir, comme quand t'es gamin et que tu fais un foot dans la cour de récré avec tes potes. Tu fais du foot parce que ça te fait plaisir à ce moment-là. Si tu prends pas de plaisir, tu vas faire autre chose. Tu vas jouer. Moi à l'époque c'était les billes ou les POG ou les cartes Magic, tu vois. Je suis de cette génération. Pokémon aussi un petit peu. Mais ouais, c'était génial. Je me suis beaucoup amusé. Je me suis dit, je veux garder ce plaisir, surtout à mon âge, dans mon retour en natation. Et j'ai mis justement ce plaisir dans la natation. Et j'en ai parlé à mes coachs, que ce soit James Gibson, Julien Jacquier à Marseille, ou maintenant Yoris et Quentin. Tu vois, c'est un aspect très très important pour moi et que j'arrive à garder maintenant. Donc c'est super. Aujourd'hui, on est là aussi grâce à une marque dont tu as parlé tout à l'heure, à savoir Cupra, qui est à la base, qui était la marque sportive, en tout cas l'identité sportive de Seat, et qui est maintenant une marque à part entière. Ouais. D'ailleurs, il finance en partie cette tournée de podcast qu'on fait, donc tu es le premier invité. Ça, c'est cool. Ouais, c'est très très cool. Donc c'est en partie grâce à toi, clairement. Tu fais partie maintenant de ce qu'ils appellent la Cupra Tribe, je crois. Tribe, ouais. En gros, c'est un peu tous les ambassadeurs Cupra. Exactement. Tu les as rejoints quand, en fait? Je les ai rejoints en mars 2021, je crois, parce que j'ai eu la voiture juste après le meeting de Marseille. Et j'avais hâte parce que Cupra, en fait, la première chose pour moi, Cupra, quand j'ai pensé à Cupra, je voyais cette Seat Cupra Leon orange garée à côté de chez moi pendant des années.
Et je me suis dit, ouais, c'est une voiture sportive discrète, très discrète, orange. Et je me suis dit, j'aimerais bien essayer. Et j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Et quand Cupra s'est rapproché de moi, j'étais super content parce que j'avais cette image de voiture ultra sportive. Alors j'ai pas une voiture orange, mais je suis un petit peu plus vieux maintenant, j'ai d'autres rêves. Elle est quelle couleur la tienne? Elle est bleu mat. Elle est bleu mat avec un intérieur cuir bleu. Elle est géniale. Donc t'as une Formentor, c'est ça? J'ai une Formentor, ouais. 320 chevaux, je crois. C'est la 310, je crois. 310 chevaux. Ouais. J'ai essayé la VZ5, donc la version plus haut de gamme que je devais t'amener aussi. C'était ça l'autre surprise. Ouais. En fait, malheureusement, ils m'ont dit ça va faire trop de kilomètres pour la tournée, parce que je vais mettre 4000 bornes dans la voiture. La 310, ça pousse déjà bien. Ah, hein. Ça marche super. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Et donc j'ai rejoint cette Cupra Tribe en mars 2021, je crois. Je crois que c'est ça, hein, mais et depuis j'ai fait donc les Étoiles du Sport avec eux. Donc c'est un regroupement de tous les sportifs à Tignes. Ouais, avant c'était à La Plagne, maintenant c'est à Tignes. Et donc j'ai conduit sur glace avec des Cupra, ce qui était dur. Je préfère quand ça accroche. Moi. T'avais déjà eu une expérience en Trophée Andros, je crois, non? Ouais, mais les clous sont un peu plus longs en fait sur les voitures de Trophée Andros. Là c'était des clous un peu courts et franchement c'est galère et on a conduit 5 minutes donc. Moi, j'aime bien avoir des explications, essayer et devenir meilleur. Là, j'ai pas eu le temps. Donc, peut-être l'année prochaine, quand il y aura de la neige, je vais peut-être monter. Mais super expérience. J'ai fait pas mal de routes avec la première. Là, j'ai changé. C'est exactement le même modèle, mais j'ai une voiture neuve. Et j'aime bien parce que c'est un mix c'est une voiture ultra sportive au niveau look déjà. Le look, je trouve que c'est important dans une bagnole aussi. Entièrement d'accord avec toi. Mais aussi, tu vois, par exemple, quand je conduis la Porsche, j'ai des sièges baquets. Si je monte chez mes parents, donc je faisais Marseille-Lyon, j'ai un peu mal au dos, tu vois, au bout de 3 heures de conduite. Là, c'est une voiture sportive, mais aussi hyper confort. Je suis monté d'ailleurs au championnat de France avec il y a un mois, donc j'ai fait, c'était à Limoges. Donc pour te dire, j'ai fait Nice-Limoges, Limoges-Nice. Je suis arrivé, j'étais nickel, tu vois. Pas de problème sur la voiture, elle roule bien, c'est confort. Si tu veux pousser un petit peu, ça pousse. En sortie de péage toujours. Toujours en sortie de péage. Faire attention s'il n'y a pas les flics, tu vois. Mais c'était génial et je découvre encore des trucs sur cette voiture et comme je te dis, il y a des balades incroyables ici à faire et je fais toujours des trucs cool avec Cupra. Donc non, le châssis est sympa bien. En plus, hein, ça accroche bien. Ça accroche bien. Ouais. Puis t'as ce côté un petit peu voiture sportive abordable. Ouais, c'est pas cher par rapport aux voitures de la même gamme des autres marques, tu vois, de chez Audi, BM par exemple. C'est quand même beaucoup plus abordable et les gens me posent encore la question, c'est quoi cette voiture? Ça m'est arrivé encore hier soir. Mais les gens commencent à connaître, mais ils sont encore un peu surpris de voir cette voiture avec ce gros logo bien agressif devant. Exactement. Un peu orange, un peu Transformers, un peu, on sait pas trop ce que c'est. Et je suis super content de les renseigner parce que quand t'aimes un produit, tu le vends mieux, tu vois. Donc moi quand j'ai des partenariats, ça me tient à cœur d'avoir des choses qui me plaisent. Et cette voiture, elle me plaît énormément, tu vois. C'est la voiture que j'utilise au quotidien. La Porsche, je l'utilise pour faire de temps en temps des balades, mais la Cupra, je l'utilise tous les jours et elle est géniale. C'est marrant ce que tu dis par rapport au fait de renseigner parce que il nous arrivait la même chose hier quand on arrive à l'hôtel. Ouais. On la garde devant l'hôtel et là le voiturier, enfin la personne qui s'occupe un peu de l'hôtel. C'est quoi ça? Il a dit c'est quoi ce truc? C'est le ATK. Ouais. Donc le modèle un des premiers modèles, le premier modèle je crois de Cupra en tant que marque. Et donc c'est un ATK Seat à la base mais rebadgé Cupra avec 300 chevaux. Donc c'est un petit 4x4 qui marche quand même pas mal. Et le mec il regardait le truc, il fait mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il y a 4 sorties à l'arrière d'un 4x4? C'est quoi le bordel? Il y a les petits détails qui sont géniaux. Ouais, qui sont un peu les sorties je trouve que l'intérieur il est super bien fini. Ouais. Le volant il est agréable, le levier de vitesse là, je le trouve super agréable aussi. Donc ouais, c'est une voiture avec laquelle je me régale. Et c'est quoi un peu ton rêve automobile? Parce que tu m'as parlé de Porsche. Et je crois que donc t'en as réalisé un avec la Porsche de Bad Boys. Mais t'en as encore un ultime, je crois. C'est de participer. Enfin, je sais pas si c'est de ça que tu parles, mais alors on en parlera de deux alors. Ok. J'aimerais bien. J'ai un projet avec des potes de faire les 24 heures du Nürburgring. Sûrement avec Cupra d'ailleurs. Ils sont au courant déjà ou quoi?
Ils sont au courant, ouais. Ils sont au courant. Il y a rien de finalisé, il y a rien de fait. Peut-être que ça ne se fera pas. Surtout que t'as les JO 2024, donc est-ce que ça va se faire dans ce timing? On verra. Puis j'ai envie de m'entraîner un peu, tu vois. T'arrives pas au Nürburgring comme ça et que tu conduis, ça existe pas. Donc surtout le Nürb quand tu sais c'est chaud, hein. Du circuit. Donc il faudra aller là-bas, il faudra rouler un peu sur la voiture, essayer les réglages, les machins. Moi j'ai un gros problème, c'est ma taille, tu vois, par rapport à d'autres gens. Faut que tu mettes du coup des moules, tu vois. Malheureusement t'as pas trop le gabarit du pilote. Ouais. Non. Donc je pense qu'on partirait peut-être sur une Cupra Cup, je crois. Hein. J'ai un Zoom avec eux la semaine prochaine pour parler de ça, tu vois. Donc donc c'est un de mes rêves ultimes, c'est de participer à une course parce que j'aime bien ça, j'aime bien sentir l'adrénaline. Et je sais que c'est dur. J'ai déjà fait la Fun Cup, c'est 8 heures au Castellet. Donc ça c'est des espèces de petites New Beetle. Ouais. Enfin en tout cas c'est la coque, mais je crois que c'est des. Il y a 180 chevaux, je crois que c'est un moteur Porsche dessus. Je crois. Hein. Possible. Et c'est vraiment une voiture de course où t'as le siège qui est au milieu de la bagnole en fait, t'es pas à gauche ni à droite. T'as un châssis tubulaire. Ouais, et c'était cool. Par contre 8 heures, j'étais crevé. Tu m'étonnes. J'étais vraiment crevé et je suis allé voir mes potes ce week-end qui faisaient les 24 heures de karting pas loin d'ici là dans le Var. Et j'ai vu leur tête à la fin. C'est fatigant, mais c'est une vraie préparation, tu vois. Donc il faudrait que je jongle un petit peu entre les deux, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Non, quand je te lançais sur le rêve, en fait, je pensais à une autre Porsche qui te fait rêver. T'as pas pu encore t'acheter, c'est normal vu le budget. C'est quoi, c'est la 3 litres 6 turbo. Ah oui. Ouais, c'est quasi la même. Ouais. C'est quasi la même, mais maintenant, c'est plus le même budget. Hein. C'est plus de 200 000 maintenant. Ouais, je crois que c'est 250, j'ai regardé il y a quelques jours encore. Ouais, ça dépend, j'ai regardé aux enchères, il y en a une qui est partie à 230 il y a pas longtemps, tu vois. Mais avec les frais, ça monte à 250 €. Ouais. En fait, je me demande si ça vaut le coup de dépenser, parce que je pense que c'est le double de la 3 litres 3. Ouais, c'est ça, ça doit valoir 130 maintenant. Ouais. J'ai vendu la mienne 5 ans, je suis dégoûté. Mais je suis pas dégoûté pour le prix, parce que je vais pas acheter une voiture pour pouvoir me faire une plus-value, mais je suis dégoûté de plus pouvoir me l'acheter si je veux, tu vois. Là, si j'ai envie de débourser 50, c'est quand même plus simple que de débourser 130 ou 140. Donc voilà, je peux pas, là, à l'heure actuelle, je peux pas m'acheter cette voiture, parce que voilà, je me suis acheté un appart, je fais les travaux, il y a d'autres priorités aussi. J'ai déjà une voiture avec laquelle je me régale. 2 voitures même, mais il y en a une que j'ai payée, l'autre il me la prête, c'est cool. Mais cette 3 litres 6, si un jour j'ai vraiment le budget, j'aimerais bien me la prendre, ouais. J'aimerais bien me la prendre parce que c'est comme la Cupra, tu vois, si t'as un modèle à 310, un modèle à 400, quand t'aimes bien les voitures sportives, bah t'as envie de prendre le modèle à 400 parce que c'est la plus puissante. Et la 3 litres 6, bah c'est la Porsche ultime un petit peu pour moi, boîte méca. Après j'aime bien aussi les 911 GT3, tu vois, GT2, GT3 avec les barres de renfort à l'intérieur, c'est version 991 plutôt. Ouais, tu vois, les avant-dernières. Ouais, donc c'est pardon, c'est des voitures que j'aime bien aussi, mais ce côté un peu rétro qui me plaît. Pour finir un peu ce podcast, Flo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit forcément pour les JO 2024? Que ce soit automobilistiquement, si on peut dire ça comme ça, personnellement. Bah sportivement, de prendre du plaisir et d'essayer de décrocher une 4e médaille consécutive aux 50. Peu importe la couleur de la médaille, ça sera une main. Bah je préfère être en or, tu vois, mais forcément. mais une médaille olympique, c'est incroyable. Ça s'est déjà fait d'en avoir 3 sur ma distance, mais pas 4. Donc j'espère en avoir une 4e. Tu serais recordman mondial si tu le fais. Personne n'a déjà fait sur le 50 mètres. Ouais. Il y en a un qui a fait 2 or, 1 argent, et moi j'ai or, argent, argent. Donc si je peux faire ça à Paris, finir sur un podium, tu vois, avoir le drapeau français, ce serait génial. Après, si je peux gagner, je prends et je nage tous les jours pour essayer de gagner, évidemment. Hein. J'espère que je pourrai y assister parce que tu m'as dit que c'était un peu galère d'avoir des places. Ouais, c'est un peu cher les jeux généralement, mais peut-être que les prix seront un peu plus abordables, je sais pas. Et après, au niveau automobile. Poser le genou encore plein de fois en Ducat, faire des belles balades ici dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var, faire le tour de Corse en Corse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et prendre du plaisir sur la route en voiture, notamment en Cupra, j'espère, en Cupra Cup sur les 24 heures de Nürburgring. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et même franchement, tu vois, quand je fais des Antibes Marseille, prendre du plaisir, écouter la musique parce qu'il y a un bon son dedans. Ouais, des fois c'est des plaisirs simples, tu vois, il fait beau, t'ouvres la fenêtre, t'entends le bruit de la voiture, tu mets une musique que t'aimes bien et
Et l'automobile, c'est ça aussi, c'est la liberté. Merci Flo pour ce moment, c'était un plaisir. On va te voir ce soir, cet après-midi, t'entraîner. Tu vas faire ta petite sieste là? Je vais faire ma petite sieste, je vais manger, je vais faire ma petite sieste et on va se retrouver, j'espère, en forme. Parce que des fois, quand tu te réveilles de la sieste, t'es un peu sur une autre planète, mais normalement, ça me permet d'être un peu meilleur le soir. Donc je t'avoue que nous, on sera pas les meilleurs juges pour savoir si tu performes bien ou pas, parce que ça ira super vite. Tu le verras à ma tête, je pense. Tu le verras, si je fais la gueule, c'est que c'est pas ouf. Mais on verra ce soir. Flo. À toutes, merci.